La fast fashion, c'est la mode prête à jeter. Donc oui, ça revient un peu dans le livre. C'était assez symptomatique de ce problème de fond. C'était notre rapport qu'on entretenait avec ce beaucoup de vêtement. désinvolture. C'est ça. C'est compliqué, quand on ne connaît pas les matières, de comprendre la valeur. Il faut dire aux gens de faire attention à ce qu'ils achètent, ce qu'ils mettent sur leur peau. C'est déjà dommageable pour notre santé à nous ici. Et alors, on n'imagine pas là-bas la toxicité sur les écosystèmes et sur les travailleurs. Évidemment, dans tous les pays aujourd'hui, il y a un salaire minimum. C'est la loi internationale, les droits de l'homme, etc., etc. Mais ce salaire minimum, ce n'est pas un salaire vital. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillés, habilleurs, bonne écoute. Bonjour chères auditrices et auditeurs, bonjour Catherine Doriac. Bonjour Elsie. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Alors ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés autour du micro Qu'est-ce que la mode ? Puisque tu es déjà intervenue sur plusieurs épisodes, alors je les énumère pour les auditeurs, les nouveaux aussi, qui sont arrivés depuis. Donc il y a eu un premier pour présenter justement la Fashion Revolution, ONG internationale fondée par Carrie Somers et Orsola de Castro. Tu es la présidente coordinatrice nationale du chapitre France. Oui. Ensuite, donc, on a fait un épisode en format plutôt table ronde avec Audrey Millet, qui est historienne, chercheuse à l'université d'Oslo et autrice de livres à lire. Absolument. Voilà. Comme le livre noir de la mode. Et puis, il y avait aussi Marie Wattier, présidente de Amérique du Nord de l'ONG Justice in Fashion. Et notre thème, c'était les droits humains. Absolument. Sacré Notre sujet. sujet de fond. Voilà, exactement. Et c'est quelque chose dont on va aussi un peu parler en toile de fond dans cet épisode. Et puis, il y a eu un troisième épisode en tant que spécialiste du lin, puisque tu travailles avec la Confédération européenne du lin et du chanvre. Oui, depuis 13 ans. Ouais. Et puis depuis tout ça, il s'en est passé des choses, dont un livre justement. On a chacune notre exemplaire là. Donc c'est Fashion, Fake or Not chez Tana Éditions, sorti le 14 avril 2022. Absolument. Bravo. Fake or Not, c'est une collection qui aborde les défis environnementaux et les enjeux majeurs de notre société. Mm-hmm. Et toi, du coup, tu as écrit sur notre très chère industrie textile. Pour le présenter assez succinctement, déjà, on voit que tu es animée par ton journalisme d'investigation, puisque justement, tu es journaliste. Et donc, autrice de ces 95 pages vraiment, vraiment intenses. Ouais. Parce que tu es engagée justement sur ces questions sociales et environnementales, depuis la fin des années 80. Donc, tu as pu voir ces chiffres évoluer. J'ai pu voir l'industrie évoluer. Ouais. J'ai pu voir le secteur de la mode évoluer, pas forcément bien, notamment sur les 25 dernières années. Ouais. Effectivement. J'aimerais revenir sur la collection, parce que c'est une collection vraiment particulière qui a été initiée par Isabelle Brockman, donc aux éditions Tana. La collection s'appelle Fake or Not. 3 autres ouvrages sont déjà sortis, notamment les 2 premiers sur la décroissance et sur l'autonomie alimentaire, qui s'appelle Manger demain. Et en même temps que le mien en avril est sorti un ouvrage sur les énergies,
qui tombait très très bien. Bah oui, c'est complètement Vu lié. le contexte, alors déjà l'industrie textile et les énergies c'est complètement lié, mais dans le contexte actuel depuis les événements en Ukraine, la guerre en Ukraine et les problèmes d'approvisionnement que l'on rencontre aujourd'hui, voilà, je conseille vraiment les 3 autres ouvrages à nos auditeurs pour répondre en fait à leurs questions sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui et qui projettent aussi dans l'avenir. Je vais lire un extrait qui parle de l'histoire de Lyon. Alors, en ce moment, on est dans l'épisode, le podcast, on est sur une série avec les acteurs lyonnais. Cet épisode sort, non pas un lundi, mais ce mercredi 22, jour des soldes, justement, ce merveilleux jour des soldes. C'est ironique. Et justement, pour marquer le coup, je voulais qu'on parle de ce livre et je vais commencer donc avec cet extrait. Les insurgés de la soie. La révolte des Canuts désigne plusieurs soulèvements ouvriers à Lyon entre 1831 et 1848. Il s'agit de l'une des plus grandes insurrections sociales du début de l'ère industrielle. Les Canuts qui tissaient la soie s'insurgent contre les tarifs de plus en plus misérables qui leur sont imposés. Ils ne s'en prennent pas spécifiquement aux machines qui les remplacent désormais, ils demandent surtout un salaire garanti face à des négociants qui répercutent toujours à la baisse les fluctuations du marché. Ces émeutes se produisent dans un contexte de révolution industrielle et de libéralisation de l'économie. Dépossédés d'un savoir-faire et ravalés au simple rang de force de travail, les Canuts s'organisent pour contester le nouvel ordre social qui s'instaure à leur détriment. 200 ans plus tard, rien n'a changé. On pourrait dire la même chose. Oui, alors là, on a voulu ponctuer un petit peu de rappels historiques et sociaux des grandes grèves. Il y a d'autres passages dans le livre, notamment justement depuis la révolution industrielle. Évidemment, bien sûr, on prend les gens dans les campagnes. C'est le problème des enclosures. On les arrache en fait de leur maison, de leur travail manuel et spécifique, par exemple pour la laine et le lin dans les villages. Chaque paysan avait son champ de lin, tissait ses propres besoins pour ses propres besoins. Pour la laine, c'était souvent du travail comme ça un peu à la pièce avec des métiers plutôt rudimentaires. Et au moment des enclosures, c'est cette histoire qui se passe en Angleterre, mais qui l'Angleterre, la révolution industrielle, elle vient de là, qui donc arrache les paysans et les projette en ville dans des sweatshops, les premiers sweatshops, et puis ensuite dans les usines, c'est une main d'œuvre facile, peu chère. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils sont là pour ça. Voilà. On leur a pris leurs terres, donc les terres qui étaient cultivées en commun, on appelait ça les communs. Okay. Et donc les grands propriétaires terriens ont fait leur manne de ces terres, ces terres qui appartenaient jusque-là à tout le monde. Ouais. Et du coup, on a fait, cette façon de faire, c'est un peu décliné sur tous les métiers et toutes les étapes de. Ce qui s'est passé avec le grand capital à cette époque-là, ça a été vraiment prise en otage du peuple, des peuples. Et donc l'instauration des grandes usines, des fortunes colossales qui se créent. Alors bien sûr l'industrie textile, mais il y a aussi les mineurs ailleurs, en Angleterre, en France, et tout ça, ça participe justement de cette misère sociale créée par la bourgeoisie, la grande bourgeoisie. Et parfois les propriétaires terriens qui sont peut-être de la noblesse, mais c'est surtout la grande bourgeoisie qui a son essor, qui construit sa puissance économique sur le dos des ouvriers. Et des ouvrières. Ouais. Du coup, là, les bourgeois, maintenant, ils ne s'appellent plus comme ça. Ce ne sont plus cette partie-là de la société, mais l'intention demeure. Il y a des personnes qui ont les mêmes intentions que les gens à cette époque. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais bien venir sur toi et ton intention, justement, derrière ce livre. Quelle a été ton approche ? Comment est-ce que c'est né ? Et quelle a été ta méthodologie de travail ? Puisque... Voilà, il y a de l'histoire, il y a beaucoup de chiffres,
Oui. C'est... Alors, ce livre, d'abord, il faut l'avouer, hein, c'est une commande d'éditeur, donc d'Isabelle Brockman qui m'a approchée, qui m'a demandé si j'avais envie d'écrire sur le sujet. Donc, bien sûr, hein, j'écris sur ce sujet depuis tellement longtemps que ça m'a semblé intéressant d'essayer de mettre ce sujet complexe de l'industrie textile à la portée du plus grand nombre. Et cette collection, elle est vraiment pour ça. C'est une sorte de cueillage moderne, modernisé en tout cas, avec beaucoup d'illustrations. D'ailleurs, je veux saluer le travail de Sarah Fouquet qui fait un travail magnifique sur toute la collection, avec ces illustrations qui sont très impactantes. Donc c'est une commande et donc on m'a proposé le livre. Donc voilà, j'avais une grille, hein, puisque la collection est toujours construite de la même façon, plusieurs chapitres avec des solutions à la fin. Le premier chapitre, c'est un peu la mise, l'état des lieux. Alors nous, on a commencé par les matières parce que on a pensé que franchement les matières, plus personne ne les connaissait. Et avec cette déperdition des matières naturelles dans nos vêtements, aujourd'hui, le polyester, ça prend toute la place. Hein. On est entre 60 et 65% de polyester dans les textiles mondiaux, alors qu'il y a 20 ans, ça ne représentait pas autant. Bon, le polyester, c'est du pétrole, c'est du plastique. Tu utilises même l'expression fil de pétrole. Oui. Donc aujourd'hui, on se trouve face à une crise de l'énergie, avec un pic pétrolier qui va certainement arriver entre 2030 et 2035. Donc, quid du pétrole? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette matière qui crée des dégâts environnementaux, qui est mauvais pour notre peau, à nous en tant que consommateurs, mais qui est très mauvais aussi pour les gens qui fabriquent ces matières. L'intention de base, c'est vraiment quand on a réfléchi à l'ouvrage, on a dit ok, il y a beaucoup de chiffres qui se baladent sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'études, mais est-ce que les gens ont le temps de lire les études? Est-ce qu'ils ont accès à ces études? Donc moi j'ai repris toutes les études depuis à peu près, on est remonté à 2017 avec le premier rapport d'Ellen MacArthur, qui est un des premiers. Avant il y avait eu Greenpeace avec Detox, mais le premier rapport sur la recyclabilité, la circularité dans la mode, c'est Ellen MacArthur. On est parti de là. On s'est dit bon, 2017 c'est pas si vieux, mais les choses ont évolué depuis 2017. Oui, puis en plus, il y a eu le Covid. Voilà. Tout ça, donc on s'est basé aussi sur les chiffres de l'ADEME, parce que même s'ils sont pas forcément mis à jour, c'est quand même une base. Après, moi, j'ai un peu fouillé j'ai utilisé McKinsey, le fameux State of Fashion, hein, qui est sorti il y a 3 ans. Qui, malgré la polémique autour de McKinsey, qui est quand même assez bien fait et qui est en open source. Donc, Et ensuite, j'ai été fouillée dans des études un peu moins connues du grand public, comme Synthetic Anonymous. Ouais, je connaissais pas justement cette source-là. Pour tout ce qui était justement autour du polyester et des impacts du polyester. Pour le coton, il y a plusieurs études aussi. Enfin, tout est indiqué à la fin du livre. Oui, justement, j'allais dire, tu donnes toutes les sources. Enfin, à chaque fois déjà qu'il y a un chiffre, tu donnes où tu l'as trouvé, et à la fin, il y a les sources. Toutes les sources. Donc nous-mêmes, on peut aller et continuer en fait l'investigation. Et c'est d'ailleurs un peu moi ce que j'ai fait personnellement, pour donner un exemple aux auditeurs. Moi, comme c'est dense, j'ai eu besoin de me poser, parce qu'il est assez court, hein, comme je disais, 95 pages, mais il y a tellement de chiffres qui s'enchaînent, et je me dis, attends, il faut que je réalise vraiment. Faut pas que je fasse une surconsommation aussi d'informations. Il faut vraiment que je réalise ce que ça représente, tout ça. Et il y a un chiffre qui m'a marqué. Tu dis 9 kilos de vêtements jetés par an, par personne. Oui, alors on peut même dire... Alors, pour les vêtements, ça c'est que du vêtement. C'est que pour le vêtement. Ouais, parce que les chaussures, tu rajoutes 3 kilos. Chaussures, donc c'est 12 kilos par an et par personne en France. On s'est focalisé sur le vêtement. Oui. Donc on a dit, ok, on va pas dire 12, on va dire 9. Ça, on a pondéré les chiffres. Ouais. Parce que, du coup, moi j'ai fait mes petits calculs aussi. J'ai fait un peu comme toi, juste parce que j'avais vraiment besoin de prendre du recul. Ça fait une 20aine de vêtements par an, par personne qu'on jette. Plus tard, tu écris, on produit 150 milliards de vêtements dans le monde. Ça, c'est un chiffre de 2020. Oui. Et donc, c'est
aussi une vingtaine de vêtements par personne par an. Oui, donc, alors c'est impressionnant quand on croise ça et c'est réalité. Oui, et alors ça tombe juste, mais il faut pas oublier que sur les 7 milliards d'humains, 7 milliards et demi, la moitié ne consomme pas de vêtements, on va dire ça comme ça. Et la moitié de l'autre moitié, c'est-à-dire à peu près 1 milliard et demi, consomme moins. Que nous ici dans les pays du Nord. Mais les moyennes, ça nous aide justement à réaliser cette échelle titanesque et cette échelle mondiale. C'est fou. Donc même si je savais quelques chiffres. Alors les productions, alors ça c'est un chiffre de 2020, ça a bien fait de le préciser, parce qu'évidemment on n'a pas les chiffres sur les 2 dernières années, pandémie, Covid, je pense que ça a sûrement baissé. Bon, on attend les chiffres, on les a pas, enfin si quelqu'un les a... on fait un appel. C'est juste impressionnant en fait. Mais pour revenir plutôt au terme, tu utilises souvent le terme fringue. Ça m'a interpellée parce que je me suis dit, moi ce terme il a une connotation et tout ça. Et je voulais te poser la question pour toi, il y a quoi derrière ce mot fringue ? Alors fringue c'est un mot qui est peut-être un petit peu passé de mode. On disait beaucoup fringue quand moi j'étais jeune, dans les années 80. Alors pourquoi fringue ? Alors ça c'était une bataille avec Isabelle Brockman, donc... elle voulait l'appeler fringue. Mais moi, je trouve que ça a une connotation quand même un peu de... comment dire... trop familière. Familière. Et donc, appeler le bouquin comme ça, j'étais pas trop d'accord, mais quand même, elle me disait non, quand même, c'est bien. Ça donne une idée de la façon dont on traite nos vêtements, c'est-à-dire avec pas du tout zéro respect, zéro. Voilà. Alors. Bien sûr, pas tout le monde, mais dans la grosse majorité des consommateurs et des consommatrices, achètent, jettent. La fast fashion, c'est la mode prête à jeter, etc., etc. Donc oui, ça revient un peu dans le livre. Oui, mais du coup, pour moi, c'était assez symptomatique de justement ce problème de fond. C'était notre rapport qu'on entretenait avec ce beaucoup de désinvolture. C'est ça. Donc, le premier symptôme, donc la valeur qu'on donne à ces choses, donc à ce produit, mais aussi donc la valeur des savoir-faire. C'est grande question. Voilà, proposer un prix léger ou un prix à plusieurs chiffres au nom de l'image de marque aussi. En tout cas, l'idée, c'est de faire oublier le prix du labeur, le prix du travail qu'il y a derrière. Donc, surtout, déjà, qu'est-ce qui se passe avec cette industrie textile ? On a la matière première. Les gens ne connaissent pas les matières. Très peu connaissent les matières. On leur met de la soie, de la viscose dans les mains. Souvent, il y a parfois c'est soie viscose mélangée. Enfin bon. Donc c'est compliqué quand on ne connaît pas les matières de comprendre la valeur. Les champs de coton, c'est du travail forcé un peu partout. Donc ça, ce serait le premier levier de... Le premier levier de compréhension, c'est la matière. Avant d'acheter un vêtement, se poser la question, le regarder comment il est fait, bien sûr, mais d'abord, dans quelle matière est-il fait ? Ensuite, le travail, les vêtements, c'est toute une chaîne. Il y a, une fois que la matière première est extraite, il faut la filer, il faut la teindre, il faut la tisser, il faut la tricoter. On arrive avec cette matière souple, brute dans les usines de confection. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vêtement, on ne peut pas robotiser. Un vêtement, c'est toujours des mains humaines. C'est des ouvrières, 80% d'ouvrières dans l'industrie textile, 80% sont des femmes, des ouvriers aussi, qui sont souvent les contremaîtres, avec les problèmes qu'on connaît justement sur le harcèlement et beaucoup de choses concomitantes. Mais tout ça, cette chaîne de valeur, elle est inconnue du grand public. Ouais. Justement, chaîne de valeur, tu parles de chaîne de production, chaîne de valeur, il y a d'autres chaînes dont tu parles justement, mais ça, c'est vrai que c'est vraiment opaque. Mais en même temps, quand même nous, acteurs des fois dans le milieu, ou même je vois des étudiants en design de mode, par exemple moi, un de mes cours, c'est justement de leur faire prendre conscience, mais est-ce que vous savez où est-ce que vous mettez les pieds en fait? C'est un peu ça. Et c'est vrai que c'est une chaîne très complexe puisque
échelle mondiale, internationale, dans la production, mais pas du tout, par contre, dans la législation aussi. Et ça, ce serait un troisième levier. Un des gros événements qui a secoué notre industrie, donc le 24 avril, 2013, oui. donc au Rana Plaza, et qui a du coup été le Titanic de la mode. Voilà, le Titanic de la mode, exactement. Même nombre de morts à un siècle près. Oui, moi j'aime bien dire le Titanic de la mode. Ce qui est fou, c'est qu'on a toujours besoin d'une grosse catastrophe pour prendre conscience des choses. Alors, ce 24 avril 2013, un immeuble de 7 étages s'effondre sur 1138 morts, 2500 blessés. Nous, Fashion Révolution, on est né de cet événement, de cette prise de conscience. Aujourd'hui, le problème des droits des travailleurs, on vient de le voir encore la semaine dernière au Tamil Nadu, qui est cette région d'Inde où il y a plus de 2000 usines. On en parle dans le livre d'ailleurs. 2000 usines où sont employées 80% de très jeunes filles. Alors, des enfants, parce qu'on commence à 13 ans, 12 ans. Un peu plus, mais on parle du travail des enfants, mais bon, et donc ces jeunes femmes, ces jeunes filles sont harcelées. Il y a eu donc une morte, une jeune femme décédée, retrouvée aux alentours de l'usine. Et donc voilà, ça y est, on est encore dans ce perpétuel harcèlement des travailleuses. Je répète, la plupart des hommes qui travaillent dans ces usines sont des contremaîtres, donc qui tiennent ces jeunes femmes à leur merci, avec des brimades, mais bon, qui peuvent aller encore une fois jusqu'au viol et souvent parfois jusqu'au meurtre. Donc ça, c'est pas possible quand même. On est d'accord. On peut pas mourir pour. On peut pas mourir pour la mode. Voilà, exactement. Alors aujourd'hui, des régulations, il en faut ici dans les pays du Nord pour empêcher, par exemple, des produits toxiques de rentrer. On a une loi REACH qui normalement interdit l'importation de produits toxiques. On parle des teintures là, ou des cuirs avec le chrome et toutes ces saloperies, allez, disons les mots, soyons vulgaires, mais c'est la vérité, c'est vrai. qui se trimballent dans les vêtements et les chaussures à bas coût. On essaye d'empêcher ces produits de rentrer, mais bon, les frontières, il n'y a pas assez de personnes aux frontières pour ouvrir tous les cartons, etc. Audrey Millet en parle très bien dans le livre noir de la mode, la toxicité des vêtements, qui va être un gros sujet dans l'année qui vient. Nous qu'on traite déjà Fashion Révolution depuis 2 ans, 3 ans avec le hashtag What's in my clothes, mais il faut dire aux gens de faire attention à ce qu'ils achètent, ce qu'ils mettent sur leur peau. Ces produits toxiques, c'est des perturbateurs, sont bourrés de chrome, d'arsenic, de cadmium, il y a 127 éléments chimiques dans les teintures. Ça, c'est déjà dommageable pour notre santé à nous ici, avec des cancers de la peau, des perturbateurs endocriniens, donc des stérilités. Quand on regarde aujourd'hui les jeunes trentenaires, ils ont du mal à faire des enfants. On se demande pourquoi. Pas ceux qui ne veulent plus en faire, mais ceux qui n'y arrivent pas, parce qu'on a vraiment ce problème-là dans nos pays. Et alors, on n'imagine pas là-bas la toxicité sur les écosystèmes et sur les travailleurs. Ouais. Et donc, pour ceux qui fabriquent, ceux qui sont en lien direct avec les substances et aussi les cours d'eau. Alors, là, c'est dans tous les pays, en Chine, Bangladesh, bien sûr, mais en Turquie aussi, avec les grosses usines de jeans. Tout est déversé dans les rivières. Oui, parce que l'eau, les rivières qui constituent l'eau potable des populations qui habitent autour de ces rivières. Plus de poissons, plus d'eau potable, on se lave avec. Enfin bref, c'est vraiment une crise sanitaire. Et il ne faut pas se mettre des œillères. Oui, voilà, mais gigantesque. Et du coup, des fois, sur le coup, ça nous arrange puisque c'est mondial. Donc ça, on le voit pas, c'est pas chez nous, donc ça va. Mais en fin de compte, on peut pas se dire ça puisque en fait, on porte les vêtements qui ont ces produits-là. Et donc,
il y a une question de législation aussi mondiale, puisqu'on on crée une économie. En fait, cette industrie de la mode, c'est une économie en soi. Et donc, elle devrait aussi avoir une législation transnationale beaucoup plus précise, poussée, puisque, comme tu le dis, et je reprends les chiffres que tu écris, 75 millions de personnes dans le monde sont employées, dont 65 millions en Asie Pacifique. Juste pour faire un rapport, en France, on est 68 millions. Donc en fait, c'est comme si la France entière travaillait pour l'industrie textile. En nombre d'habitants. Ouais, en nombre d'habitants. Donc c'est assez impressionnant. Et donc tu parlais aussi en général, dans ces pays-là, donc Bangladesh, Vietnam, Indonésie, Cambodge, Inde, le salaire minimum est de $1 de l'heure. Alors ça dépend. Par exemple, en Chine, les salaires c'est un petit peu plus. Un peu plus, un peu supérieur. Au Bangladesh, par exemple, c'est 87, 88 dollars par mois, mais pour 12 à 16 heures de travail. Les heures supplémentaires ne sont pas payées. Non, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Les conditions de travail dans les usines sont déplorables. Le harcèlement, c'est à tous les étages, j'ai envie de dire. Un salaire vital, c'est... Alors, évidemment, dans tous les pays, aujourd'hui, il y a un salaire minimum. C'est la loi internationale, les droits de l'homme, etc., etc. Mais ce salaire minimum, ce n'est pas un salaire vital. Quelle est la différence entre un salaire minimum et un salaire vital ? Eh bien, le salaire minimum... il permet de se nourrir éventuellement et encore parfois d'un bol de riz, de s'habiller, de se loger, mais c'est souvent dans des baraquements autour des usines, etc. Un salaire vital, c'est se nourrir correctement, se loger, envoyer ses enfants à l'école, subvenir aux besoins de toute la famille, se soigner aussi, parce qu'en cas de maladie, mais aussi, et au bout de tous ces besoins, pouvoir mettre un peu d'argent de côté en cas de coup dur. Et ça, on l'oublie. Alors, le SMIC, par exemple, faisant un petit aparté politique, le SMIC en France n'est pas un salaire vital. Non. Parce que, évidemment, souvent, à la fin du mois, on a du mal à boucler le mois. Ouais, selon en plus dans les régions dans lesquelles on habite. Oui, alors à Paris, c'est certainement pas un salaire vital, ça c'est sûr. Et puis même, selon la santé, même si on habite dans des régions moins chères, en fait, c'est aussi des déserts de santé, des déserts médicaux. Exactement. Donc, il faut aller aussi dans des grandes villes pour se soigner. Ça demande un transport. Absolument. Et aujourd'hui, on arrive à des solutions, des problèmes avec la crise énergétique qui est là, qui est déjà là, qui sera certainement plus avancée encore dans 2-3 mois, des problèmes de cet ordre-là, de circulation des personnes, de possibilité de prendre sa voiture, de choisir entre sa voiture ou se chauffer l'hiver. Il va y avoir il va y avoir ce genre de soucis. Donc tu fais, d'ailleurs, tu as donné plusieurs conférences sur ce sujet, salaire vital, salaire minimum, quelle différence. Donc ça fait partie aussi de la législation. Donc on parlait de santé, législation, et il y a la question de la transparence, justement. On parle beaucoup de ce mot. Moi, j'avais envie de demander, mais est-ce qu'on pourrait pas utiliser le mot d'intégrité plutôt que de transparence, parce que je me disais, le mot transparence, on reste encore de nouveau sur un élément visuel, une image, alors que l'intégrité, c'est intérieur, c'est vrai que c'est plus difficile à cerner. La transparence, ça c'est un sujet sur lequel on travaille avec Fashion Revolution depuis 2016, avec la parution tous les ans de l'index de transparence, qui surveille 250 marques de mode avec un certain chiffre d'affaires bien sûr, mais quel que soit le niveau, du luxe à la grande distribution. Cette année, il sortira fin juin, je pense. Celui de l'année dernière a été enrichi alors, au départ, c'était 7-8 indicateurs. Aujourd'hui, on est sur 16 indicateurs. Donc, qui prennent en compte, évidemment, bien sûr, en plus, les problèmes environnementaux et tous les problèmes de justice sociale. Alors, la transparence, quand on lit les études sur les consommateurs, les besoins des consommateurs, les demandes des consommateurs, c'est ce qui arrive en premier.
Parce que, évidemment, aujourd'hui, quand on lit les étiquettes, et lire les étiquettes, c'est ce qu'il faut toujours faire avant d'acheter un produit, qu'est-ce qu'on voit ? On voit éventuellement le pays de fabrication, on voit la composition, mais très succincte, des matières, et les pictos d'entretien. Ouais, déjà, il faut les connaître, les pictos. Oui, bon, les pictos, c'est facile quand même d'aller voir. Il faut aller voir sur Internet. On peut vivre, mais il faut aller voir, voilà. Le Coffret, ils ont un site qui est dédié, Coffret, COFRE2ET, qui est donc l'organisme français des étiquettes. Ça, si on ne connaît pas les signes d'entretien, les symboles d'entretien, ça je conseille. Le premier truc à faire, c'est d'aller voir ça. Alors, sur la transparence, nous, donc on travaille Fashion Révolution avec d'autres ONG qui travaillent aussi dessus. On a donc cet index de transparence. Et sur la traçabilité, nous venons de publier une étude qui s'appelle Traceability Playbook, qui vient de sortir. Donc c'est un manuel à l'usage des marques qui est en open source tu mettras le lien. C'est à l'usage des marques de mode pour s'assurer d'une traçabilité sur toute leur chaîne de valeur, avec des tips, des interviews, vraiment, c'est hyper remarquable. Je l'ai lu hier soir, donc je viens de le découvrir. Mais voilà, c'est ça, je peux donner cet outil, cette source et cet outil pour comprendre ce qu'est la traçabilité et comment la mettre en pratique dans sa chaîne de valeur. Donc, en tant que métier de la mode et en tant que consommateur aussi. Alors, pour les consommateurs curieux, oui. Alors, c'est une étude en anglais. Je suis pas sûre qu'on aura le temps de la traduire là, mais il faut que je vois. Si on peut la traduire en français, on le fera, mais bon, a priori... Mais en tant que là, c'est surtout adressé à nous, acteurs et métiers de Oui, et pour mode. Les marques de mode et pour les acteurs de la mode, c'est vraiment un outil incroyable. Ça parle des matières, mais ça parle de plein d'autres choses. Donc, Parce que je pose cette question parce que, enfin, je demande vraiment à qui ça s'adresse, parce que souvent, ça s'entremêle, justement, on s'adresse pas de la même manière aux consommateurs que nous, acteurs de la mode. On a des connaissances, on a des leviers d'action différents. Mais justement, je trouve qu'il y avait un chiffre qui est dans le livre qui était assez interpellant. Parce que je me suis dit, est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on fait une priorité ? Est-ce qu'on doit d'abord s'adresser aux consommateurs, ensuite aux industriels ? Est-ce qu'on fait d'abord les industriels et ensuite le consommateur ? Et il y a ce chiffre, donc selon l'ADME, donc Agence justement de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 50% de l'impact environnemental d'un vêtement est dû à sa production, et l'autre moitié est le résultat de l'usage que l'on en fait. Exactement. Donc en fait, il n'y a pas de l'entretien notamment. Voilà, c'est en parallèle qu'on doit continuer de sensibiliser et d'agir. Ah ben oui. Ouais. Oui, parce que évidemment, quand on a acheté le vêtement, ensuite, si on le garde longtemps, on va l'entretenir, on va le laver, on va le laver. Le laver, c'est de l'eau, de l'énergie, c'est les microparticules qui s'échappent dans les eaux de la machine à laver et qui finissent dans la mer et dans les rivières si on porte du polyester, et si on porte par exemple des trucs en PET, c'est les polis, tous les polis, je ne sais quoi. Soi-disant bouteilles recyclées. Tout ça, c'est des dégâts environnementaux, c'est de l'énergie, et ça représente effectivement 50% du coût environnemental du vêtement. Ouais. Mais on le sait pas. Ouais, c'est ça, on réalise pas. À l'image de ce livre, je pense que cet épisode est bien, bien dense. Oui. Et à l'image aussi des illustrations très graphiques. Donc, je rappelle l'illustratrice Sarah Fouquet. Pour terminer sur une ouverture, parce que c'est bien d'être dans la réalité. La réalité nous permet d'être créatifs, d'être innovants, d'être conscients et de s'apaiser aussi, de ne pas rester dans la peur je sais pas, je veux pas savoir et l'ignorance. Quelle invitation tu donnerais à nos auditeurs et
face à ces réalités? Je les inviterai à consommer moins mais mieux, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Et puis produire moins mais mieux aussi. Oui, mais ça c'est pour les marques. Et puis arrêter les injonctions, les publicités à outrance. On est envahi de publicités. On ne peut pas ouvrir un réseau social sans voir le nouveau truc qu'on n'a pas et il faut absolument qu'on ait. Il en reste que 2. Alors vite, on clique et puis voilà, on consomme un peu comme ça. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, mais alors les jeunes évidemment, les jeunes générations, quand je dis jeunes, c'est les 12, 13, 14 ans, ceux qui consomment de l'ultra fast fashion notamment, de regarder à 2 fois avant d'acheter un vêtement qui est fabriqué par des gens de leur âge, hein, finalement. Tiens, la semaine dernière, je peux raconter une petite anecdote? La semaine dernière, j'étais en Bretagne et j'ai été invitée par une école maternelle primaire, 3 maîtresses, des classes, petites classes, mais dans le travail. Et toute l'année, ils ont fait un travail sur le vêtement. Donc, des maternelles petite section jusqu'au CM2. Et bon, donc voilà, super travail. Ils ont chacun amené leurs vêtements, ils sont pris en photo avec leurs vêtements préférés, en racontant une anecdote sur le vêtement, donc le côté émotionnel, affectif, etc. Et ils ont fait tout un travail sur les matières, un peu comme une fresque du textile, mais vraiment superbe. Et j'étais avec les tout petits, donc les 3 classes de maternelle, et pendant 20 minutes, on a discuté à bâton rompu. Et à un moment, je leur dis, mais est-ce que vous savez qui fabrique les vêtements? Est-ce que vous savez qui va cueillir le coton? Non. Je dis, mais c'est des enfants de votre âge. Et alors là, c'était extraordinaire. Ils ont tous levés. Mais les enfants, ça doit pas travailler. Les enfants, ça doit aller à l'école. Et il y avait cette espèce... Ils étaient pas choqués, hein, c'était pas choqués, mais pour eux, c'était incompréhensible. Incompréhensible. Et voilà, donc voilà, par exemple, tu vois. Alors, les jeunes préados, là, de 12, 13, 14 ans, qui se ruent sur des vêtements peu chers à 2-3 euros. Ça peut pas être le prix d'un vêtement à 2-3 euros. Sans réfléchir, réfléchissez, quoi. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que vous n'avez pas déjà quelque chose de semblable? Non, alors cet âge-là, ils n'ont pas quelque chose de semblable. Mais est-ce que la deuxième main, ça peut pas être une solution? Est-ce que troquer entre vous les choses que vous ne voulez plus porter? Il faut changer la façon de considérer son vestiaire. Et puis essayer de devenir un peu des collectionneurs aussi. Des choses qu'on aura envie de ressortir dans 10 ans. Ou... De partager ou de donner à ses enfants ou à ses neveux, construire sa garde-robe comme on en a toujours fait, en fait. Construire des pièces, alors sans aller jusqu'à la collection capsule de 30 pièces, etc. Mais construire, réfléchir. Pourquoi on achète un vêtement? Est-ce qu'on est bien dedans? Est-ce qu'il tombe bien? Est-ce que la matière est agréable? En été, en hiver? Et ensuite, voilà, après, c'est encore une fois, mais c'est facile de le dire. Mais c'est au fur et à mesure aussi de prendre le temps de le faire et à nous, acteurs de la mode, aussi d'inviter et d'inciter, encourager à créer du lien avec justement ces pièces, que ce soit plus des fringues, mais des pièces, en fin de compte, et de se demander, et je vais terminer avec cet extrait, de se poser la question, qu'est-ce que la mode? Parce que tu écris à la fin, en refermant ce livre, posons-nous la question, qu'est-ce que la mode? C'est Je te l'ai piqué, hein, j'avoue, mais enfin, c'est une question, c'est la question primordiale. Exactement, mais tu l'as dit dans l'épisode, c'est s'intéresser à, c'est quoi cette matière? C'est quoi ce vêtement? D'où il vient? Est-ce qu'il me va bien? Et de prendre le temps de se regarder devant un miroir et pas juste dire « Ah, je l'ai trouvé super beau en vitrine ou sur Insta, je vais le prendre. » Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec notre corps. Enfin, on peut être jumeaux et en fait, on n'a pas la même façon de porter un vêtement,
même caractère, un même regard, par exemple, rien à voir. Exactement. En fait, c'est se poser des questions, s'intéresser, discuter comme là on fait, poser sur un canapé. C'est vraiment... c'est comme ça qu'on prend du recul sur la réalité assez dure à encaisser, mais aussi de retrouver le beau, de aussi être ensemble et créer une mode plus saine, en fait. Oui, et puis retrouver un regard sur les choses, le respect aussi de l'objet qui a été fabriqué et qu'on fait rentrer chez soi. C'est hyper important quand même. Philosophiquement, c'est important. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. On est une civilisation du tout à l'égout, j'ai envie de dire, dans tous les sens du terme. Oui. C'est incroyable. Comment on en est arrivé là. C'est un vaste sujet. Oui, c'est on en parlera une autre fois, peut-être. Mais alors, je rediscute à 10. C'est super intéressant. Faisons attention à ce qui rentre chez nous et ce qui est porté sur nous aussi. Ouais. Merci beaucoup, Catherine, pour ce temps. Bravo encore pour ce livre. J'espère qu'il se retrouvera dans les écoles. Oui, il est fait pour vraiment ciblé pour la jeune génération. À partir des petites classes primaires. Il est facile à lire, ce sont des textes courts, mais assez très bien illustrés. Exactement. Donc, mais moi, je sais que avis à mes étudiants qui m'écoutent sûrement, que je l'utiliserai dans mes cours et je les inviterai à vraiment l'étudier et à aller poursuivre en fait cette recherche. Pas hésiter à aller plus loin. Exactement. Merci beaucoup. Merci Elsie. Au revoir. Ce podcast vous plaît ? Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier. Vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillés, habilleurs, à la semaine prochaine.